Donc pour ce reportage signé Gulliver Krag. Et cette situation politique, cette corruption des élites ukrainiennes, on va en parler avec vous, Nicolas Tenzer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales. Un mot également de votre dernier ouvrage, Notre guerre, le crime et l'oubli. On aperçoit la couverture qui est aux éditions donc de l'Observatoire. Merci à vous d'être avec nous. Première question, on vient de le voir dans ce reportage, la corruption endémique de l'Ukraine à l'époque du Viktor Yanukovych, donc à l'époque de Maïdan. Visiblement, ce que disent ces Ukrainiens, c'est que ce n'était pas terminé, cette corruption. Alors, cette corruption n'est bien sûr pas terminée. En revanche, quand on regarde les progrès qui ont été accomplis depuis quelques années, ils sont absolument extraordinaires. Si on compare d'ailleurs l'Ukraine et la Russie, on s'aperçoit que la Russie est toujours aussi corrompue, de plus en plus corrompue. L'Ukraine a toujours un problème de corruption contre lequel lutte un certain nombre d'organisations et dont elle lutte aussi quand même le gouvernement, parce que le fait qu'on a mis à jour un certain nombre de détournements au sein de l'armée, que les responsables aient été punis, c'est quand même quelque chose qui est nouveau, ainsi que l'inculpation d'un certain nombre d'anciens juges qui étaient corrompus. Mais il y a bien sûr encore un progrès à faire, et aujourd'hui on s'aperçoit d'ailleurs que la vice-première ministre chargée de l'intégration européenne, Olia Stefanishyna, aujourd'hui elle a mis vraiment la question de la corruption, comme tous les autres, au cœur des priorités. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est évidemment que l'Ukraine intègre l'Union européenne. Et pour ce faire, la mise à niveau de la justice, de tous les systèmes de lutte anticorruption, c'est vraiment la priorité. Oui, c'est ça, c'est ce rapprochement à venir avec l'Union européenne qui va favoriser d'une certaine manière cette lutte contre la corruption sur place. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de normes qui vont être mises en place. Et bien sûr, compte tenu aussi des problèmes de corruption qu'on a dans des pays qui sont entrés, encore récemment, on peut parler quand même de la corruption en Hongrie, qui est le premier pays le plus corrompu d'Europe. On peut parler de Malte, on peut parler de Chypre, on peut parler de la Bulgarie. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ces pays-là, sans doute, ne franchiraient pas les critères nécessaires à l'adhésion et qu'on va être beaucoup plus strict avec l'Ukraine et avec la Moldavie. Mais cette corruption-là, encore une fois, elle est très différente de celle que moi je voyais quand j'allais en Ukraine dans les années 2007, 2008, 2010, à l'époque de Yanukovych, où je voyais des choses absolument monstrueuses qu'aujourd'hui, encore une fois, on n'observe plus avec la même intensité. La corruption devient de plus en plus discrète, elle ne s'expose plus, alors que je me rappelle dans ces années-là en Ukraine, vraiment on la voyait au coin de la rue, si j'ose dire. On a entendu justement dans le reportage qui a précédé votre intervention les Ukrainiens dire, voilà, les responsables post-Maïdan, donc cette révolution, eh bien, ils sont également aussi mouillés dans cette forme de corruption. On peut penser au parcours de l'ancienne première ministre, Yulia Tymoshenko, qui avait été, elle aussi, d'une certaine manière, rattrapée par la patrouille. Oui, bien sûr, vous aviez eu son cas, vous en avez d'autres, certains d'ailleurs, qui étaient dans l'entourage de l'ancien président Poroshenko. Vous en avez eu dans l'entourage du président Zelensky, et le président Zelensky aussi a mis le holà en vraiment limogeant et en faisant inculper par la justice un certain nombre de ses anciens amis. Donc on n'est pas dans une situation parfaite, mais ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'on est dans cette situation quand même de dynamisme par rapport, je dirais, à ce fléau. Et moi, je le vois quand je discute aussi avec les activistes de la société civile, de toutes les organisations aujourd'hui anti-corruption. Il y a une vraie demande. Et aussi parce que vous avez eu la guerre, c'est-à-dire que vous avez eu des centaines de milliers de victimes et qu'aujourd'hui, la fait qu'il y ait certains qui puissent profiter de cette situation par des trafics d'armes, par des trafics, je dirais, même de matériel destiné à l'armée, etc., même des couvertures, des équipements, des uniformes, ou ce genre de choses, ou évidemment que certaines municipalités bénéficient aussi de marchés publics truqués. Tout ceci est devenu inacceptable. Ce qui est très frappant, c'est qu'on le voit d'ailleurs dans la conduite de la guerre, vous avez une vigilance des citoyens ukrainiens qui est encore redoublée maintenant. C'est finalement l'un des seuls aspects positifs de cette guerre pour l'Ukraine, c'est finalement cette intransigeance à l'égard des élites et de la corruption. Un mot également avec vous, il y avait dans l'Ukraine pré-guerre une très forte division au sein même de la classe politique entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine. Est-ce que cette division perdurera, selon vous, si jamais cette guerre venait à terminer, ou c'est quelque chose qui structure profondément la classe politique ukrainienne? Non, aujourd'hui, ça quelque chose qui n'existe plus, ou vraiment de manière d'abord plus claire. D'abord, on s'aperçoit que l'Est, d'abord, a toujours été favorable à l'indépendance de l'Ukraine. L'Est n'a jamais été pro-russe, séparatiste. D'ailleurs, en 91, lors du référendum, ils ont voté pour l'indépendance de l'Ukraine. Il faut toujours le souligner. Mais c'était effectivement avec des taux qui étaient plutôt 2/3, 60%. Aujourd'hui, dans les territoires de l'Est, vous avez 90 à 95% de personnes qui demandent deux choses. D'abord,
l'intégrité territoriale de l'Ukraine, pas question d'aller avec la Russie, qui demande l'adhésion à l'Union européenne et qui demande majoritairement l'adhésion également à l'OTAN. Aujourd'hui, vous n'avez plus cette division, parce que même vous avez eu un certain nombre de maires dont on disait qu'ils étaient pro-russes, notamment dans le Donbass. Aujourd'hui, ils sont plus du tout pro-russes, parce que tout simplement, ils ont vu la réalité de ce qu'est l'occupation déjà depuis 2014 pour certains territoires, encore plus évidemment depuis le 24 février 2022, qui savent que l'occupation de territoires, ça veut dire des tortures, ça veut dire des exécutions, ça veut dire des disparitions forcées, des déportations d'enfants. Et donc ça, ils ne peuvent pas effectivement l'accepter. Enfin, il faut, je crois, tordre le cou à l'idée qu'il y a des différences politiques entre les Ukrainiens russophones et ukrainophones. La langue n'indique pas qu'il y ait un choix dans l'appartenance et surtout pas au régime dictatorial et tyrannique qu'est la Russie aujourd'hui. On va désormais rentrer dans la 3e année de guerre en Ukraine. Comment, selon vous, peut évoluer désormais le conflit? On voit qu'il y a une crainte, notamment chez les Européens, d'un désengagement progressif de l'aide militaire américaine avec la présidentielle qui approche. Et on voit les Européens, d'une certaine manière, prendre cet soutien à l'Ukraine pleinement entre leurs mains. On a vu des accords bilatéraux qui ont été signés avec l'Allemagne, à l'occasion de la conférence de Munich, aussi avec la France notamment. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance lourde également? Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, effectivement, il faut le savoir que nous entrons d'ailleurs dans la 11e année de guerre et la 3e année de guerre totale. Oui. Je le reprécise à chaque fois parce que c'est comme très important. Avant le 24 février 2022, vous avez eu encore 14 000 personnes tuées par cette guerre. Là, évidemment, on a franchi une échelle. Si nous avions, encore une fois, réagi ou compris à ce moment-là, en 2014, je pense qu'on n'aurait pas eu aussi 2022. Mais là, effectivement, vous avez eu, vous l'avez souligné, cette prise de conscience que véritablement c'est notre guerre, que la ligne finalement de front qui sépare la bataille entre la tyrannie et la démocratie, soyons clairs, disons-le, le bien et le mal. Parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit quand on voit la massivité des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes d'agression russe. Elle passe par là. Donc les Européens ont compris. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut s'armer plus. Lorsque Emmanuel Macron, le 13 juin 2022, à Eurosatory, parlait d'économie de guerre, eh bien la réalité, c'est que nous, dans l'Union européenne, nous n'y sommes pas. Je pense qu'il faut vraiment passer à l'économie de guerre. Et encore plus que vous avez cette incertitude américaine. L'Europe doit être en mesure de défendre seule l'Ukraine et un jour, et ça suppose d'avoir une vision de la défense territoriale de l'Europe, de se porter au secours, le cas échéant, de l'Estonie ou de la Lituanie ou de la Tchécoslovaquie, la République tchèque, qui pourrait être attaquée par la Russie. Merci beaucoup Nicolas Tenzer pour vos explications et votre éclairage. Je rappelle que vous êtes politologue enseignant en Sciences Po. On aperçoit derrière vous le titre de votre ouvrage, Notre guerre, le crime et l'oubli. C'est aux éditions de l'Observatoire. Mais encore merci à vous d'être venu nous voir ce midi sur France 24.